Bonjour à tous et bienvenue au 13h. BEPC session de juin 2022, les épreuves ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le préfet Jean-Claude Kodia a procédé au lancement officiel de l'examen dans l'Atlantique. Aujourd'hui, 14 juin, journée internationale de l'albinisme. Entre rejet et discrimination, les personnes atteintes de cette maladie tentent de se démarquer et s'imposer dans la société. Karine Hunke, présidente d'ONG et entrepreneur, partage avec nous son expérience. Que retenir des 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon dans le domaine du numérique et de la digitalisation? Reçu sur le plateau, le gouvernement en action, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou souligne des avancées remarquables. Voilà pour le sommaire et on démarre avec l'actualité dans le secteur de l'éducation. Le préfet de l'Atlantique a procédé ce lundi matin au lancement de l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC dans son département de tutelle. Le coup d'envoi a été donné au centre de composition du CEG2 d'Abomey-Calavi. On fait le point de sa descente avec Génial Afouda Mouzi-Agboka et Patrick Nimavo. 8 heures, la sirène retentit. Nous sommes au CEG2 d'Abomey-Calavi, le centre choisi pour lancer l'examen du BEPC, session de juin 2022 dans le département de l'Atlantique. Nous l'avons déjà prodigué les conseils qu'il faut. Ils vont composer dans la paire et chacun concentré devant sa copie. Pas de tricherie. Et nous attendons de vous 100% de réussite. Déjà, dans ce centre et au-delà du centre, c'est un examen, d'accord? Ce n'est pas un concours. Et c'est ce qu'on vous a appris à l'école, en classe, pendant l'année académique qui a été une année apaisée, n'est-ce pas? Pour ce début de composition, aucun couac n'est enregistré. Les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen rassurent d'ailleurs de toutes les dispositions prises pour son bon déroulement. Dans l'Atlantique, tout a bien démarré. Les élèves très bien assis dans leur classe, dans leur salle de classe. Et vous avez vu aussi que les chefs de centre et le directeur du centre ont déjà très bien fait d'avoir accompagné les apprenants en leur donnant toutes les feuilles, tout ce qu'il faut pour démarrer. Et nous avons pu avoir la supervision nationale qui coiffe tout le monde. 29 666 candidats prennent part à cette session de juin 2022 dans l'Atlantique. C'est donc parti pour 3 jours de composition. Dans le département du littoral, 13 358 candidats vont à l'assaut du BEPC 2022 et ils sont répartis dans 16 centres de composition. Le lancement officiel a eu lieu au CEG Sainte-Rita et la première épreuve n'est pas lancée par les surveillants mais plutôt par le duo préfet du littoral et maire de Cotonou. Suivons le reportage de Ola Rodrigue Babagbeto et Edmond Humbo. À 8h40 ce matin, les portails du CEG Sainte-Rita sont déjà clos. Odile traîne encore dans les parages. Elle a conduit son enfant dans ce centre de composition depuis 7h30 déjà. Nous avons quitté Zézoumé à 7h parce que depuis le samedi, nous sommes venus voir la salle de composition. Je reste ici jusqu'à sa sortie à 10h avant de rentrer. À l'intérieur, l'heure est à la concentration pour les candidats. Pas de soucis majeurs ce matin. Il y a un des candidats de Sainte-Rita qui n'était pas à jour et qui est en train de rater cette première partie des examens. Peut-être que si la DEC le récupère, il pourrait aller à l'examen session de remplacement. Mais en dehors de cela, tout se passe bien. À 7h50, les 64 surveillants retenus sont déjà dans les 31 salles de composition. Et à 8h, l'épreuve de communication écrite est lancée avec ici la préfecture du littoral et le conseil communal de Cotonou en tandem pour un seul et même objectif. Ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est que ces enfants soient bien inspirés et que dans quelques jours, dans quelques semaines, à la proclamation des résultats, que les parents d'élèves et enseignants
et autorités à divers niveaux, nous serons tous contents de constater que les fruits ont porté la plante des fleurs. Alors ce que nous souhaitons évidemment, c'est un fort taux de réussite parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu occuper le premier rang comme nous l'avons pu pour le CEP et pour le bac. Les candidats sont prêts à relever ce pari pour un littoral au meilleur taux de réussite. 971 candidats composent au CEG Saint-Rita et sont répartis en 2 séries, moderne court et moderne lent. Hier 12 juin, c'était la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants qui perdure malgré les actions entreprises par les différents pays. Mais que dit la loi? Quelles sont les peines encourues par les personnes qui font travailler les enfants? Glory Syriac-Rossou, juriste et défenseur des droits humains, apporte des éléments de réponse au micro de Ariane Da Silva et Elvis Tchiakbe. Les sanctions prévues par le code pénal sont des sanctions très graves qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement, c'est-à-dire à la privation de liberté et également au paiement des amendes. Vous voyez, quand on prend par exemple la traite des enfants, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, par exemple, dans le code pénal. Et donc, c'est l'article 593 du code pénal qui dit que quiconque s'est livré à la traite d'enfants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Et donc, celui qui s'adonne à ça, que ce soit en amenant les enfants à quitter le pays sans remplir les formalités administratives requises, comme le prescrit le code pénal, peut être sanctionné de ces peines-là. Et donc, également, les peines concernant le travail des enfants, l'exploitation des enfants, peuvent aller de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement, les amendes de 500 000 à 5 millions de francs CFA que les personnes reconnues coupables à l'issue d'un procès devront payer et donc subir une peine privative de liberté. Donc c'est tout un encadrement législatif qui a été bien pensé en 2018 qui vient renforcer le code de l'enfant du Bénin qui proscrivait déjà à l'époque, depuis 2015, le travail forcé des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, la traite des enfants également. Et puis aujourd'hui, 13 juin, c'est la journée internationale de l'albinisme. L'albinisme, une maladie génétique héréditaire qui se traduit par une hypopigmentation de la peau. Une majorité minime de notre société est atteinte de cette anomalie. Malgré les rejets et les discriminations auxquelles ils font face dans la société, certains arrivent à se démarquer et à s'imposer dans la société. Et à l'occasion de cette journée internationale de l'albinisme, nous sommes allés à la rencontre de Madame Karine Hunguet, présidente d'ONG et entrepreneur. Elle a partagé avec nous son parcours parsemé d'embûches en raison de son mal et comment elle est parvenue à s'imposer dans la société. Nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, parlons politique. De crises majeures ont ébranlé de crises majeures ont ébranlé le monde ces derniers temps. La gestion des économies dans nos pays en cette période doit être faite de façon particulière en attendant une sortie de crise. Et c'est un message du ministre d'État Romuald Wadani. Il était reçu sur un plateau par les confrères de RFI, Radio France Internationale, dans l'émission Débat africain. Nous vous proposons de suivre un extrait de son intervention recueillie par Jérôme Mungo. En fait, je pense que nous sommes dans une situation de crise et en situation de crise, il faut des solutions et des outils adaptés. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'on ne peut pas continuer à utiliser les mêmes outils aujourd'hui pour nous permettre de sortir d'affaires. On le voit bien, quand il y a des crises, l'ampleur, la magnitude du soutien financier qu'on donne aux pays concernés n'ont aucun rapport avec le poids au niveau, par exemple, je prends le cas de soutien. Je ne vais pas nommer de pays, mais le cas de soutien au pays. Aujourd'hui, nous disons, et c'est ce qui a été dit ce matin, quand on fait des allocations de ressources nouvelles au niveau global, on dit qu'il y a plus de 600 milliards et que l'Afrique n'a que 33 milliards, ça interpelle. L'Afrique a 4%, un peu moins de 5% de tout ce qui est sorti, alors qu'en termes de poids et dans le commerce, population, etc., le rapport n'est pas de 5%. Il y a une réelle injustice. Ouais. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est un call, c'est un appel à repenser aux instruments et à la gouvernance de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais d'autre part, c'est de dire que quand on est en crise, il faut des solutions d'urgence, des solutions adaptées pour permettre de tenir et de repartir. Quand on sera sorti de tout ça, on peut revenir encore des règles qui, au passage, doivent être changées. On a parlé des agences de notation. Les agents de notation
ont leur modèle. Et ce que nous disons souvent, c'est que ces modèles-là ne tiennent pas compte d'une certaine réalité. Une des réalités propres à la plupart des pays d'Afrique, c'est le fort taux de l'économie informelle. Mais c'est grâce à cette économie informelle que, comme Vera le disait tout à l'heure, on a vu cette résilience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, ces agences, ils regardent le taux de mobilisation de ressources propres. Si demain, vous allez vers votre banque pour emprunter, il va regarder votre salaire, vos revenus. Il dit, bon, si tu n'as pas assez de salaire, même si le projet que tu veux faire est hyper rentable, hyper important pour ta population, on ne te prête pas parce que tu n'as pas encore assez. Or, quelque part, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut faire ces investissements pour générer plus de ressources et après, on prélèvera. Et donc, tous les pays, la plupart des pays, en tout cas aujourd'hui d'Afrique, étaient lancés dans cette réforme-là, vraiment de mobiliser davantage les ressources propres, d'avoir une gestion des finances publiques plus saine. Les crises Covid et Ukraine ont mis un frein à ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas continuer à dire vous n'avez pas un taux de mobilisation de ressources propres important, donc on ne vous donne pas de ressources, vous n'avez pas un marché local de capitaux, donc on ne vous prête pas. Parce que les agences en fait aussi l'autre chose, et disent oui, mais pourquoi vous venez toujours sur les marchés internationaux, mais pourquoi est-ce que le marché domestique n'est pas là? Oui. Pourquoi est-ce que l'Africain ne prête pas à 30 ans? Dans nos pays, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épargne à 30 ans dans nos pays? Vous voulez faire des eurobonds à 30 ans, mais est-ce que vous avez un marché de capitaux dans vos pays qui prête à 30 ans? Mais c'est les constructions qui vont venir. On travaille aujourd'hui sur le secteur des assurances. On est dans l'évolution. Mais en attendant qu'on arrive, on est en crise, il faut agir pour qu'on puisse reprendre le train des réformes qui va nous permettre d'arriver à ce point-là. Les 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon sont marqués par des prouesses dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Rebecca Kendiaoundé revient ici sur quelques points de l'entretien accordé à la ministre Aurélie Adamsou-Les-Oumarou pour le bilan. Suivez. Une administration smart, des citoyens connectés, des ressources numériques de qualité pour un Bénin 2.0. Une marche vers le progrès qui positionne aujourd'hui le pays comme un exemple à suivre dans la sous-région en matière de numérique. Mais pour en arriver à cette étape, le ministère du numérique et de la digitalisation a posé des jalons à travers ses agences. Paiement de factures, délivrance du casier judiciaire ou encore du passeport, consultation des résultats d'examen ou de concours en ligne. Toutes ces prestations sont désormais possibles et disponibles sur le portail des e-services. Aujourd'hui, nous avons un portail national des services publics qui permettent d'avoir en ligne des informations sur plus de 700 transactions avec l'administration publique. Le déploiement du haut et très haut débit, la transformation numérique des collectivités locales, l'installation des points numériques communautaires, mais aussi la disponibilité des salles de classe numériques pour personnes en situation de handicap sont aussi quelques projets réalisés à mettre à l'actif de ce bilan d'étape. En ce qui concerne les opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet, le gouvernement a affiché sa volonté de faire de la Société béninoise d'infrastructures numériques le 3e réseau JSM. Vous vous souvenez, nous sommes partis de 5 opérateurs mobiles il y a encore quelques années. Tout à fait. Et les réformes tendant justement à donner à notre pays des opérateurs suffisamment capables d'investir, de fournir des services innovants, de répondre aux fortes attentes. Aujourd'hui, avec 3 opérateurs forts, nous savons que nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Et sur le plan des médias, plusieurs réformes sont aussi annoncées dans le PAG 2021-2026, dont le projet de modernisation des médias de services publics. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons fait l'audit technique, par exemple, des installations de l'ORTB. C'est dans le cadre de ce projet que le gouvernement a aussi consenti à investir des centaines de millions dans la modernisation du réseau de diffusion FM, parce que la radio est un des masses médias les plus écoutés. En clair, les réformes et projets en cours dans le secteur numérique, digitalisation et médias se poursuivent. De l'avis d'Aurélie Adamsou-Les-Oumarou, son équipe et elle comptent mettre les bouchées doubles afin qu'à l'arrivée du bilan à la fin de ce quinquennat, la vie de chaque citoyen béninois soit impactée par le numérique et ceci, quel que soit son lieu de résidence.
19 magasins fermés à Djougou pour non-respect des prix fixés par le gouvernement. C'est au cours d'une descente inopinée effectuée par l'équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce de la Takora-Donga. Suivant le reportage de Jocelyne Senahon et Ablofou Idrissou. La descente des autorités départementales en charge de l'industrie et du commerce est désormais une réalité dans les départements de la Takora-Donga. À Djougou, des contrôles inopinés ont été faits à travers la ville dans le cadre de la mission de contrôle de suivi et de l'application des mesures gouvernementales sur la cherté de la vie. Le 19 mai, le gouvernement a pris un arrêté interministériel qui plafonne le prix de l'huile végétale à 1300 francs le litre au maximum. Malgré les mises en garde du gouvernement pour soulager les populations sur les prix auxquels certains articles devraient être revendus, le constat est accablant. Vous avez acheté le bidon à combien ici? 32 500. Et arrivé chez vous, à Nalo, vous vendez le litre à combien? 1400. C'est interdit de vendre l'huile à plus de 1300, partout au Bénin. Ce qui nous gêne ici, là, c'est l'huile. Mais l'huile maintenant, obligé, c'est à 32 000, on va vendre. D'hier à aujourd'hui, nous avons scellé au total 19 magasins de vente de ciment parce que nous avons noté beaucoup d'irrégularités. Tous ces contrevenants que nous avons rencontrés ont été mis sous convocation et se présenteront à la direction pour les procédures qui vont conduire au paiement d'une amende. Cette activité de contrôle est menée sur toute l'étendue du territoire béninois. Avis aux commerçants surenchérisseurs. Le cabinet Impact Plus met à profit les mesures prises par le gouvernement dans le monde des affaires au Bénin pour s'imposer comme un puissant levier d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. 412 dossiers soumis au financement et plus du milliard levé. Des performances célébrées au cours d'une soirée qui a réuni d'éminentes personnalités de l'univers des affaires dans un grand hôtel de Cotonou. Ghislain Pouguet. 2019, année de départ d'une vraie révolution dans le monde des affaires au Bénin. Près d'un demi-millier de PME ont décroché leur financement grâce au tutorat d'Impact Plus. Le gouvernement, depuis, ne cesse de crier, de développer l'environnement favorable et des opportunités pour les petites et moyennes entreprises, de la facilitation pour accéder au crédit, au financement des entreprises. Les mécanismes foisonnent et pourtant de la foultitude de PME existant au Bénin, très peu profitent de cet environnement favorable et incitatif promu par le gouvernement. La cause, la même rengaine de toujours, plan d'affaires inexistant, projet mal ficelé, donc bailleurs pas convaincus, pas rassurés. Sur la base de ce constat, Impact Plus s'est lancé dans l'accompagnement des PME. 480 projets bancables, près d'1,5 milliard de francs CFA levés. Impact Time, c'est pour célébrer cette performance. Ici, Impact Plus expose les rouages de la mécanique du succès et des partenaires et des bénéficiaires témoignent. Je suis passé en 2021 de 200 et quelques millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis à 667 millions. Nous lançons un projet d'accompagnement de 500 porteurs de projets à partir de maintenant qui va constituer en une première partie à aller identifier ces porteurs de projets nous-mêmes. Au cours de la soirée, des panels ont permis à la BOA, au FNDA, à AgriVital, au comité d'identification des structures d'appui à l'encadrement des entreprises et à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin de témoigner sur l'accompagnement des PME au Bénin. La Chambre de commerce va vous faire suffisamment de bruit et vous aurez beaucoup plus que 500 entreprises. La soirée s'est achevée sur une invitation adressée aux PME à rejoindre les 500 futures PME destinées à de grands financements. Une note politique avec les responsables de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Ils ont échangé avec les jeunes républicains du département de l'Atlantique et l'objectif est de sensibiliser et former ces jeunes militants du parti sur leur rôle. Suivez le reportage de Cécile Gounadon, Innocentia Loco, Jennifer Sachivi et Daniel Ada. Après les départements de l'Ouémé et du Zou, c'est au tour de l'Atlantique. Les responsables de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain ont fait une descente à Godomé pour rencontrer des jeunes leaders du parti.
Objectif, remobiliser et sensibiliser ces jeunes à travers des communications axées autour de la thématique jeunesse républicaine, enjeux et défis électoraux. C'est un échange avec les jeunes sur les questions électorales. Il se veut être en réalité de former la jeunesse du bloc républicain sur le militantisme, les enjeux électoraux et les aptitudes qu'ils doivent avoir pour aborder les prochaines bougies électorales pour que le parti bloc républicain puisse sortir gagnant. Le jeune membre du bloc républicain est la cheville ouvrière du dit parti. Il doit prendre des initiatives, il doit comprendre ses droits et devoirs, il doit internaliser le fait que le bloc républicain est un parti de jeunes. Il doit se battre contre vents et marées pour arracher sa place au sein du parti qui d'ailleurs lui a donné une place de choix. Il doit tout faire pour faire gagner le parti à toutes les élections qui se pointent à l'horizon. Il doit également se faire former et savoir ce qu'il faille que ce jeune-là fasse dans le parti pour mériter sa place dans le parti. Désormais, ces jeunes militants sont épris des idéaux du bloc républicain suite aux diverses communications déroulées lors de cette activité des fonctions électives. 2 enseignants émérites en fin de carrière célébrés par la communauté universitaire africaine et française. Les finances publiques entre globalisation et dynamique locale, c'est le titre de l'ouvrage conçu en l'honneur des professeurs Éloi Diarra et Salif Yonaba. Ils l'ont reçu lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu ce samedi à Cotonou. Retour sur les temps forts avec Alessandra Jotin et Bruno Rotepo. Remise solennelle de mélange aux professeurs Éloi Diarra et Salif Yonaba, 2 précurseurs de l'enseignement des finances publiques en Afrique. Il s'agit d'un ouvrage composé d'articles offerts en hommage par leurs collègues et disciples. Loin de s'être bonifiés seuls, dans un repli égoïste, ils ont été les figures d'une autre qualité attendue de l'enseignant, quoique pas toujours obtenue, celle d'être des universitaires au service de la communauté. Né en 1953, Salif Yonaba est agrégé des facultés de droit du CAMES. Membre de plusieurs centres et associations scientifiques, il est auteur de 9 ouvrages et d'une centaine d'articles. Sa passion pour l'enseignement des finances publiques, il l'a en partage avec son ami Éloi Diarra. Né en 1949, ce dernier est agrégé des facultés de droit du CAMES. Également détenteur de l'agrégation française, il est professeur émérite de l'Université de Rouen en France. Toute ma gratitude à tous ceux qui participent à cette cérémonie d'hommage. Gratitude aux collègues qui sont venus depuis Dakar. M. Nicaise, il faut vraiment lui rendre hommage parce qu'il est dynamique, hein, il est diplomate aussi, hein, il est entrepreneur parce que j'avoue quand il m'a parlé de son projet, j'étais sceptique. Le projet de conception de cet ouvrage a en effet été nourri et rendu possible par le professeur Nicaise Médé du Bénin. Plusieurs universitaires africains et français y ont contribué. Dans le cadre de ses 25 ans de carrière dans le monde musical, Rodolphe Tumba, un passionné de la rumba, annonce un géant concert live qui aura lieu au Théâtre de Verdure du Hall des Arts à Cotonou. Une occasion pour l'artiste d'exprimer sa reconnaissance et son admiration à tous ceux qui ont cru en lui et l'ont soutenu depuis son entrée dans l'arène musicale. Les organisations fêtières ont été installées depuis 2004. De 2004 à aujourd'hui, on a fait du chemin. Donc, c'est normal qu'on puisse prendre l'initiative de revoir certaines choses que nous trouvons déjà désuètes. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'il y a une volonté de faire des réformes pour que nous puissions nous adapter aux réalités actuelles. Mais dans la mise en œuvre des réformes, il y a la démarche que nous devons observer pour que ça soit accepté du grand nombre. Si ce n'est pas accepté du grand nombre, ça peut créer quelques frustrations, ça peut créer des problèmes. Nous sommes allés à l'atelier, non pas pour valider les tests des organisations fêtières, mais nous sommes allés à l'atelier pour apprécier le travail qui a été fait par le comité qui a été mis en place pour faire la relecture.
il n'est pas question d'assumer et de défendre que nous sommes allés valider les tests des fêtières. Et au cours de l'atelier, nous avons été clairs de préciser que ce qui concerne les tests des fêtières, il faut que toutes les propositions soient reversées, que ça soit transmis aux fêtières et que ça soit étudié au niveau des assemblées générales de chaque organisation professionnelle. C'est très important de restaurer cela et de restituer cela pour que l'intoxication ne prenne pas le pas. Libre cours est laissé à l'Assemblée générale du CNPA Bénin et à l'Assemblée générale de l'UPMB que les membres de ces organisations ajoutent de leurs cotisations, répondent aux assemblées générales et fassent leurs observations par rapport aux propositions du comité qui a fait le travail de relecture des tests. Et c'est seulement les membres actifs ajoutent de leurs cotisations à l'Assemblée générale qui peuvent passer à l'adoption des nouvelles modifications. Donc on peut dire qu'à l'heure où nous parlons, aucun test d'une fêtière n'est encore modifié et que les modifications pourraient intervenir si en assemblée générale de chacune des organisations professionnelles, les membres actifs accordaient leur violon. Et autant pour nous, vous venez plutôt sur le point sur la gestion des médias. On reviendra plus tard sur ce conseil live qu'organise Rodolphe Toumba dans le cadre de ses 25 ans de carrière. Pour l'instant, nous passons à la page inter de cette édition. Une nouvelle constitution est en gestation au Mali et pendant ce temps, la RDC reçoit la visite du roi belge sur ses terres. Et en France, dans les Alpes-Maritimes, un incendie s'est déclaré. Marlène Kassa-Dimas, Tokounou Visso et Jennifer Sachivi pour l'interactualité. Le colonel Assimi Goïta a signé un décret dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juin 2022 relatif à la création d'une commission. Les membres nommés devront travailler sous son autorité et rendre une proposition de texte de loi dans les 2 prochains mois. Le groupe de travail est composé d'un président, de 2 rapporteurs et d'experts pour consulter l'ensemble des forces vives du pays. On y retrouve les partis politiques, la société civile, mais aussi les groupes armés signataires de l'accord pour la paix. En RDC, les autorités de la ville de Bukavu, au nord Kivu, ont décidé de faire repeindre toutes les maisons qui se trouvent sur le trajet du roi Philippe de Belgique et son épouse, actuellement en séjour dans le pays. À Bukavu, dernière étape de leur voyage, le roi Philippe et la reine Mathilde devront rencontrer le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, et visiter l'hôpital Panzi. Pour faciliter la mobilité du cortège des souverains belges, la circulation d'engins motorisés a été interdite sur certains axes de la municipalité, en plus de l'interruption de l'activité de certains commerces. En France, un important feu de forêt a pu être fixé par les pompiers le samedi 11 juin 2022 dans les Alpes-Maritimes. Parti aux alentours de midi, l'incendie a pris de l'ampleur avant d'être éteint vers 18h grâce notamment à 56 largages effectués par des canadaires. 12 hectares sont toutefois partis en fumée. La hausse des températures et le manque de précipitations cet hiver font craindre de nombreux incendies. Plusieurs territoires souffrent de sécheresse. 33 départements sont ainsi soumis à un arrêté de restriction d'eau. C'est la fin de ce 13h. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention.